Bonjour et merci d'être fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire du mercredi midi. Je vais essayer de traiter deux sujets dans le court laps de temps que l'on s'est fixé. L'un brièvement, mais c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur à Politis, parce qu'il se trouve que l'histoire de ce journal est parallèle à l'histoire de la première intifada et de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Et nous sommes là tout près des 50 ans de la guerre des 6 jours. Et on a consacré donc cette semaine, et j'y ai mis la main, un dossier à ces 50 années, depuis la guerre des 6 jours. C'est la une de Politis cette semaine. Et cette guerre a reconfiguré complètement le conflit, d'abord qui était plutôt israélo-arabe et qui est devenu israélo-palestinien. Les Palestiniens ont pris leur autonomie par rapport aux capitales arabes après cette guerre. Et surtout, il a reconfiguré de façon territoriale le conflit, puisque c'est devenu les territoires occupés. Les Palestiniens, peu ou prou, ont fini par admettre, disons, l'hypothèse de la solution à deux États. Et ce que j'essaye de montrer, ce que nous essayons de montrer dans ce dossier, c'est que c'est Israël qui finalement n'a pas admis cette hypothèse, puisqu'il y a eu une colonisation galopante qui n'a jamais cessé. En 1972, c'est tout près du lendemain de la guerre des 6 jours, il y avait seulement 10 000 colons dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza et de Jérusalem-Est. Il y en a 650 000 aujourd'hui, 650 000. Et je crois que c'est très important parce que pour nous à Politis, ça a toujours été un conflit qui a été caractérisé comme un conflit colonial et pas religieux, etc. Même si la religion et beaucoup d'autres facteurs internationaux ont pollué, disons, la lecture de ce conflit, mais c'est essentiellement un conflit colonial. C'est d'ailleurs ce qui lui donne son caractère politique et ce qui évite qu'on dérive d'ailleurs sur de l'antisémitisme ou des choses comme ça, comme parfois c'est le cas. C'est vraiment par la décolonisation qu'on pourra trouver la solution. Hélas, aujourd'hui, cette colonisation galopante qui a miné littéralement l'hypothèse de solution à deux États, et on en est à une véritable annexion rampante qui peut totalement remettre en cause la solution à deux États. Et on est justement au bout de ces 50 ans, peut-être à la fin de cette séquence d'un demi-siècle, et on ouvre peut-être une autre séquence qui poserait plutôt le problème finalement et de l'annexion et d'un apartheid réel, et aussi tout simplement d'une nouvelle forme de revendication pour les Palestiniens qui serait celle d'une même citoyenneté de la Méditerranée au Jourdain. Voilà, en gros, disons, le dossier est très argumenté, très chiffré, avec une carte, je crois, je l'espère, très claire, que les questions que nous posons dans le dossier de cette semaine. L'autre sujet que je traite, c'est dans l'éditorial. Il est d'une actualité tout à fait brûlante. C'est la visite de Poutine à Paris et le choix que Macron a fait de le recevoir à Versailles. Alors bon, il y a quelque chose, des fastes qui paraissent un peu déplacés par rapport à la crise sociale, etc. Et je suis très sceptique sur ces manifestations, disons, de jouissance du pouvoir quasi monarchique dans la grande salle des batailles, etc. Cette conférence de presse. En même temps, si ça a pu permettre d'avancer sur des dossiers internationaux qui sont souvent sanglants et meurtriers, on ne peut que s'en féliciter. Alors, que dire de cette visite? Bon, d'abord, on a beaucoup dit qu'il fallait renouer le dialogue avec Poutine. Il n'a jamais été vraiment rompu. Mais c'est vrai que la tonalité en était quand même très difficile après un certain nombre de brouilles avec François Hollande. Mais ce qui est positif aujourd'hui, donc, c'est que ce dialogue, s'il ne se renoue pas, en tout cas, il change de ton, ça c'est certain, il change de ton. Et j'ai beaucoup apprécié pour ma part que Macron soit à la fois, disons, prévenant et attentif dans les usages, dans les formes, et extrêmement ferme sur le fond, parce que j'ai rarement entendu un chef de l'État être aussi désagréable, si j'ose dire, épaule contre épaule avec son interlocuteur, sur l'histoire des réseaux d'influence, Spoutnik et autres, qui ont essayé d'intervenir dans la présidentielle française. Donc ça, c'est plutôt positif, même si sur les grands dossiers, la Syrie et l'Ukraine, je n'ai pas vu que ça ait beaucoup avancé. Mais enfin, bon, on a vu qu'il y avait des discours qui chevauchaient quand même des ambiguïtés. Ils parlent tous les deux de lutter contre le terrorisme, mais pour Poutine, le terrorisme, c'est tous les rebelles, comme pour Assad d'ailleurs. Ce n'est pas le cas pour Macron.
Et donc, il y a des ambiguïtés à résoudre. De la même façon, c'est pas très clair quand ils disent qu'il faut sauver l'État syrien. Tout le monde en est bien d'accord. Mais l'État, est-ce que c'est Bachar? Ce que pense sans doute Poutine? Est-ce que c'est une transition démocratique? Ce qu'a dit Macron. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être éclaircies. Enfin, il y a un cadre de discussion qui a été fixé, et ça, c'est au moins positif. Je suis très sceptique sur, disons, la mobilité, pour employer un euphémisme, de Poutine sur ces dossiers à l'avenir. Cela dit, bon, toute cette semaine de discussion internationale pour Macron, qui est passé par Taormina, Bruxelles, et puis finalement Versailles, a été une réussite de la vie de tout le monde. On a souligné de façon assez ridicule les poignées de main avec Trump, etc. Il a été accueilli à bras ouverts par les Européens, etc. Mais ce que je dis dans l'édito, c'est qu'il a mangé vraiment son pain blanc avec tout ça, parce que finalement, bon, il n'a rien démontré, et si ce n'est que c'est un personnage qui a du talent, qui est à l'aise dans ces circonstances, bon, très bien. Mais là, il va maintenant être confronté au dur, disons, de sa politique, parce que les Européens, tout aimables qu'ils ont été, l'attendent au coin de la rue sur l'ordonnance, sur la réforme du Code du travail, sur les attaques finalement antisociales que eux souhaitent au niveau de la Commission européenne. Et puis le mouvement social français l'attend aussi, mais avec évidemment des intentions sérieuses de résistance. Donc, et là, on va avoir Macron vraiment dans le dur, disons, de sa politique. La meilleure chose à faire d'ailleurs, selon nous à Politis, c'est dans les législatives de voter tout simplement pour tous les candidats de gauche, selon les circonscriptions, qui se sont engagés à ne pas voter l'habilitation des ordonnances. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a autre chose qui a surgi dans l'actualité, qui est une sorte qui vient tourmenter de façon inattendue Macron, c'est évidemment cette affaire Ferrand. Et là, je ne vois pas très bien comment ils vont s'en sortir, parce qu'on voit bien que Ferrand, aux prises avec cette histoire très opaque, disons, de favoritisme dans une ténébreuse affaire immobilière avec sa compagne, son ex-femme aussi, etc. Tout ça conduit à une sorte de fillonisation du nouveau ministre, et je pense que la meilleure des choses à faire pour Macron serait qu'il démissionne tout simplement, non seulement pour Macron, mais pour cette loi de moralisation publique qui est en préparation et qui semble elle-même, disons, retardée à cause de cette affaire Ferrand. Donc voilà, on entre maintenant vraiment dans des choses qui sont beaucoup plus conflictuelles et beaucoup plus délicates pour Macron. On va rentrer dans les questions sociales et les questions politiques après un printemps radieux. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine.